bonjour. Avant tout, je vous remercie d'être venu assister à cette nouvelle édition du panorama de la cybercriminalité. Comme Pascal vous l'a annoncé, je vais vous présenter l'un des événements de sécurité qui a été les plus médiatisés cette année, qui était la découverte du virus Stuxnet. C'est un événement digne d'un film d'espionnage. Et aujourd'hui, après des mois de recul et d'analyse, on a quelques informations sur ce que ce virus est capable de faire, mais il reste encore beaucoup d'inconnus. Commençons d'abord par le commencement. En juin 2010, une petite société antivirus présente en Biélorussie annonce la découverte d'une nouvelle menace informatique. Cette menace dénote principalement sur trois faits, qui sont les moyens de furtivité impressionnants dont elle dispose pour infecter les nouvelles machines, les machines. Également, la répartition géographique et les foyers d'infection qui sont ciblés principalement en Inde, en Iran, en Indonésie. Alors, les chiffres diffèrent, mais dans l'ensemble, ce sont ces trois pays qui subissent le plus d'infections. Ajoutons à cela le fait qu'on découvre très tôt que ce virus cible apparemment les systèmes industriels fabriqués par la société Siemens. On est donc probablement en présence d'une menace sur les systèmes industriels, mais pour l'instant, on n'a pas plus à ce moment-là, on n'a pas plus d'informations. S'agit-il d'une attaque d'une tentative d'espionnage économique? S'agit-il d'une tentative d'espionnage étatique ou d'une action cybercriminelle, voire même terroriste? À ce moment-là, on n'en sait rien, mais ça entraîne beaucoup d'interrogations. Alors, voyons voir ce que l'analyse technique du virus peut me permettre de livrer comme information et interprétation. Premièrement, le mode de propagation de Stuxnet est assez particulier. Essentiellement, il se propage de manière locale, soit par les clés USB ou les périphériques amovibles, soit par les imprimantes partagées ou les dossiers partagés. Pour ce faire, il utilise des moyens assez impressionnants qui sont 4 vulnérabilités qui, à ce moment-là, ne sont pas patchées sur le système d'exploitation Windows. Et donc, il est capable d'infecter les machines sans que les moyens de protection puissent être efficaces. Pour cela, il utilise également, les attaquants ont eu accès également à un marché noir de clés privées volées, dans ce cas chez des industriels de technologie de premier plan, qui permettent de signer le virus et de le faire passer pour un programme légitime. Enfin, il y a 2 autres modes de propagation qui sont importants. Stuxnet infecte les fichiers et dossiers de 2 applications Siemens qui sont utilisées pour contrôler les automates. Donc à partir de ce mode de propagation, on s'aperçoit que Stuxnet est fait pour infecter un certain nombre de machines de manière locale sans passer par Internet. Son objectif ultime est donc d'infecter des ordinateurs de contrôle qui sont associés à des appareils qu'on appelle des contrôleurs logiques programmables. Ces ordinateurs de contrôle sont présents dans les systèmes industriels dans de nombreuses infrastructures et sont par nature, dans un souci de sécurité, normalement, elles ne sont pas exposées sur les réseaux. Mais on voit bien que la manière de se propager de Stuxnet permet d'atteindre ces ordinateurs. Ces ordinateurs utilisent des applications qui vont permettre de programmer le contrôleur. Le contrôleur, lui, est associé à différents automates et gère donc des mécanismes physiques dans les processus industriels. Une fois qu'un tel ordinateur est infecté par Stuxnet, Stuxnet va injecter un nouveau code dans ce contrôleur programmable et va pouvoir ainsi modifier les processus industriels. On a donc affaire apparemment à une tentative de sabotage. Alors, on se rappelle que tous les systèmes Siemens sont ciblés pour la propagation, pour les infections. Mais l'action de sabotage en elle-même est vraiment très spécifique. Ce n'est pas n'importe quel système qui est ciblé. Il y a des paramètres
qui sont vérifiés dans la configuration des systèmes infectés, qui vont étudier l'ensemble de la configuration industrielle présente. Et l'attaque ne se déclenchera que si certains paramètres sont présents. Notamment, voici un exemple de configuration qui pourrait être ciblée par Stuxnet. Un module de série 300, un contrôleur logique programmable de série 300 de Siemens. Et ce module doit être associé à un certain nombre de modules de communication d'une marque particulière. Ces modules de communication permettent de communiquer avec un ensemble de convertisseurs de fréquences. Les convertisseurs de fréquences sont des appareils qui vont modifier la vitesse des moteurs et donc sont connectés à des moteurs. On a donc une configuration en usine sur un site particulière et si Stuxnet détecte cette configuration, alors il va pouvoir lancer des attaques qui vont pouvoir modifier la vitesse des moteurs. Alors ça, tout ceci ressort d'une analyse technique qui a été publiée par plusieurs sociétés indépendantes, mais on ne sait pas exactement quel site est ciblé. On ne sait que quelles sont les conditions dans lesquelles l'attaque va se déclencher. Les attaquants ont apparemment un objectif de discrétion, puisque les attaques ne vont se déclencher qu'à des fréquences assez rares, donc tous les 27 jours, un nouveau cycle d'attaque qui est soit une augmentation de la vitesse des moteurs, soit une diminution de la vitesse des moteurs. Donc apparemment un objectif à long terme et probablement discret. Stuxnet contrôle également la manière dont les processus vont s'afficher sur l'ordinateur, de manière à ce qu'un opérateur ne puisse pas savoir que les processus ont été modifiés. Et de même, s'il y a des processus d'alerte programmés qui pourraient alerter sur les dysfonctionnements, Stuxnet est programmé pour ne pas pour les désactiver. Alors, quelles sont les conséquences de la découverte de Stuxnet dans la matière de sécurité industrielle? Premièrement, une des premières conséquences a été un impact médiatique fort, puisque c'est bien la première fois qu'on détecte une attaque sur Internet de cette manière qui va viser des processus industriels et qu'on peut décortiquer. La deuxième raison de la médiatisation, c'est que ce virus se propage apparemment dans le monde, mais principalement dans 3 foyers, mais dans le monde entier, et il recherche tous les systèmes Siemens. On pourrait penser donc que l'ensemble des systèmes Siemens est ciblé, et ça remet dans le contexte des questionnements actuels sur la sécurité des infrastructures publiques, des infrastructures nationales. Un autre aspect important de la médiatisation, c'est que jusqu'à présent, en fait, rien n'a été révélé sur les auteurs ou les cibles ou le succès ou l'échec de l'attaque Stuxnet. Et l'absence de cette information permet justement d'étayer un certain nombre de théories, d'hypothèses sur les objectifs réels de l'attaque. Et donc, on a vu que plusieurs experts ont proposé différentes hypothèses, notamment que le programme nucléaire iranien serait ciblé, que le programme spatial indien serait ciblé. À chaque fois, dans ce genre d'attaque, on a également des problèmes d'attribution de l'auteur, et donc c'est une des énigmes principales. Alors, une des hypothèses qui revient le plus souvent et qui a été la plus étudiée, c'est la piste d'un sabotage des sites d'enrichissement, enfin du programme de nucléaire iranien, au travers du sabotage du site d'enrichissement d'uranium de Natanz. En fait, il semblerait que les configurations... l'enrichissement se fait au travers de cascades de centrifuges, et les centrifuges sont des moteurs, sont contrôlés par des moteurs, et donc il semblerait en fait que la configuration industrielle de ce site puisse correspondre à pas mal des paramètres que recherche Stuxnet, donc notamment le nombre de centrifuges, la vitesse de rotation de centrifuges.
Les modifications, des études ont été faites sur les modifications induites par Stuxnet, qui sont notamment une augmentation forte de la vitesse et qui pourraient résulter en la destruction de l'endommagement de ces centrifuges. Et puis, un autre point, c'est que des États ont ouvertement indiqué avoir développé des programmes de cyberattaque pour saboter ce programme industriel, et l'Iran a également indiqué avoir été victime de cyberattaques. Mais, encore une fois, ça ne reste que des hypothèses, parce que on ne sait pas précisément si les matériels ciblés, les différentes marques ciblées, sont présentes sur le site de Natanz. Il n'y a aucune information officielle là-dessus, et puis c'est une information que les Iraniens conservent secrètement. Et de même, les Iraniens ont également nié que Stuxnet, bien que Stuxnet ait infecté leur site, ils ont nié que Stuxnet ait eu un effet. Alors, on est donc en présence d'une espèce de guerre de l'information. C'est un schéma idéal puisqu'il n'y a pas d'attribution et pas de cibles qui ont été révélées. On a potentiellement une manipulation de l'information qui est fortement possible. Et donc, il ne faut surtout pas oublier que malgré la médiatisation importante de ce scénario, en fait, la cible que poursuivent les auteurs de Stuxnet peut être totalement différente ou elle peut être multiple, et ce n'est pas seulement ce système-là qui est ciblé. Également, on ne sait pas si l'objectif visé... Premièrement, on n'a pas réussi vraiment à comprendre l'objectif. On connaît les modifications que Stuxnet est capable de faire, mais on ne sait pas quelle est la réalité physique, quel est l'impact physique de ces modifications. Et donc, on ne sait pas si l'objectif a été atteint ou pas. Et de même, l'objectif peut être beaucoup plus complexe que simplement un sabotage. Notamment, ça peut être un objectif d'information, d'espionnage, ça peut être un objectif de prise de conscience des cyberattaques ou une démonstration de puissance, enfin, on ne sait pas. Donc, finalement, jusqu'à présent, les cyberattaques étaient plutôt du domaine de la théorie ou du domaine de l'imaginaire. Mais en fait, Stuxnet prouve vraiment que ces cyberattaques existent, qu'elles sont peut-être multiples et qu'on ne peut pas les détecter, qu'on ne les détecte pas toutes actuellement. Et donc, le fait que Stuxnet soit devenu public et qu'il y ait des analyses publiques dessus laisse supposer que ce code pourrait être réexploité plus tard dans un avenir plus ou moins proche. La question se pose, c'est qui pourrait réexploiter ce code? Peut-être d'autres États, peut-être des groupes cybercriminels qui sont à l'affût de tous les moyens de faire des profits, ou peut-être des terroristes. Et justement, le problème, c'est que les systèmes SCADA, les systèmes industriels, sont apparemment vulnérables à ce genre d'attaque, puisque de plus en plus, ils sont liés à des systèmes qui sont connectés à l'extérieur. Les systèmes de contrôle qui sont conçus pour être précis et performants ne pourraient, dans un avenir proche, pas tolérer d'avoir de nouvelles couches de sécurité, qui pourraient menacer leur fiabilité. Et on constate que de plus en plus, ces systèmes dont la sécurité reposait sur la spécificité et leur isolation, leur cloisonnement, en fait, ces systèmes sont connectés à des appareils qui sont grand public, enfin qui sont basés sur des technologies vulnérables et grand public comme Windows. Dans certains cas, ces systèmes sont également connectés à l'extérieur par des prestataires pour des besoins de monitoring ou d'intervention, et donc ils sont vulnérables. Alors, nous voulons continuer à évoquer le problème des systèmes de contrôle, de la vulnérabilité des systèmes de contrôle, en indiquant qu'il n'y a pas que les systèmes de contrôle industriels qui sont vulnérables, mais les individus sont également menacés. En fait, aujourd'hui, de plus en plus de systèmes de contrôle sont intégrés dans des objets de la vie courante. Par exemple, on va bientôt avoir dans nos maisons des compteurs électriques intelligents qui seront programmables et qui seront reliés à l'Internet. Qui dit programmable dit qu'on peut modifier le code et donc agir d'une manière qui n'est pas prévue ou qui n'est pas voulue. Également, dans l'industrie automobile,
on a de plus en plus de systèmes embarqués, de systèmes de contrôle embarqués. Ces systèmes de contrôle sont capables de gérer l'ouverture, la fermeture des portes, la pression des pneus, surveillent la pression des pneus, sont capables de gérer la vitesse, les accélérations et les freins. Et des chercheurs ont démontré cette année qu'il était possible, dans certains cas, de pirater ces systèmes de contrôle et de prendre le contrôle à distance d'un véhicule. D'autres attaques sont de plus en plus fréquentes, notamment des vols, puisque les portes peuvent être ouvertes par système de contrôle. Il existe des boîtiers ou des différentes attaques qui permettent d'ouvrir les véhicules. Et donc, on a apparemment en Allemagne une diminution du nombre d'effractions, mais pas de vols, en fait. Donc, je voulais donc finir sur ce point en évoquant que la sécurité, l'intégration dans la vie courante de systèmes de contrôle dits intelligents ou programmables, en fait, il est nécessaire de concevoir ces systèmes de manière à ce qu'ils soient sécurisés pour le bien de tout le monde. Bien, merci Jean-Michel. Je vous rappelle que depuis plusieurs années, le CLUSIF s'est déjà exprimé sur les réseaux SCADA, sur des infrastructures de ce type qui ont fait l'objet de malveillance de caractère personnel, c'est-à-dire du sabotage interne. On voit avec Stuxnet que là, on a une dimension beaucoup plus d'activité de groupe. On avait l'année dernière, ou il y a 2 ans, déjà évoqué les services généraux qui passaient sur IP, et vous trouverez dans la version en ligne de notre présentation de cette année des éléments complémentaires sur les attaques qui ont été faites contre les véhicules, donc la prise de contrôle, le démarrage du véhicule, la reprogrammation de la clé, mais également le brouillage des transmissions GPS qui permet d'anéantir la géolocalisation, notamment dans le cas de convoyage de biens de valeur. Donc on a l'automobile fait partie maintenant de l'univers numérique et l'automobile est devenu la convoitise de certains cybercriminels.